Alors, vous allez recevoir un petit message qui vous dit que cette réunion est enregistrée. Euh, Ça va permettre à la Ligue de le diffuser à tous les clubs qui n'ont pas pu se connecter. Comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit message et à savoir que l'enregistrement est commencé. À part la SBR Rezé, tout le monde arrive à parler. Je pense que c'est bon pour moi, Francesco. Oui, c'est bon. Il ne faut pas oublier d'activer son micro en bas à gauche. Alors, pour la SBR, c'est fait, c'est le cas. Ils ont bien le micro d'actif, mais le micro n'a pas l'air de fonctionner. Ce que je vous propose de faire, c'est que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser par écrit. La discussion, on répondra aussi durant tout le webinaire. 20 personnes, on a encore des gens qui devraient se connecter. Bonjour, donc Isabelle Véron, donc je suis AEC Handball Les Pensées. Bonjour à tout le monde. Très bien, merci. On vous entend. Et Lucas Go pour le THB aussi. Bonjour, c'est Sylvie Chaud pour le hand de Courroux. Christelle Godin pour HBC Vanzal-Roussens. Très bien. Bonjour à tous. C'est pas net le son. Il est 18h07. 81 pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est on va commencer tranquillement. Les autres nous rejoindront pour pas qu'on finisse trop tard ce soir. Thomas Bardet pour le hand de Luçon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je me présente, Julien Lahaye, je suis secrétaire général de la Ligue de handball des Pays de la Loire. C'est moi qui vais animer ce soir ce webinaire avec mes collègues élus et salariés de la Ligue. Donc, ce que je propose, c'est déjà de caler un petit peu les consignes pour que ce webinaire se passe bien. Ce que je vais vous demander, c'est à tous de couper vos micros, qu'on n'ait pas de bruit qui vienne interférer sur les interventions de chacun. Donc, un petit rappel, donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes filmé dans le but de pouvoir communiquer après cette vidéo à vous et aux autres clubs qui n'ont pas pu être là ce soir dès demain, afin que tout le monde ait la même information. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez donc soit le chat en passant par en bas le petit onglet discussion, où là vous allez pouvoir poser vos questions. On a 2 personnes qui sont chargées de vous répondre en temps réel. Si on a bien sûr la réponse, autrement on vous répondra dès que possible. Le webinaire, on va essayer qu'il dure 1 heure et quart maximum. Donc, on a déjà pris un petit 10 minutes de retard, donc bon, vous nous excuserez. Stéphane. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est de faire une présentation donc, de la circulaire administrative 2021-2022, de vous présenter les nouveautés de la FFHB, de répondre bien sûr à vos questions et de vous accompagner, vous les clubs, sur la prochaine saison sportive. Les interlocuteurs, les intervenants qui vont être là ce soir pour vous aider. Donc, on a Jean-Pierre Moreau, qui est président de la commission des statuts et des règlements. Stéphane Pichon, directeur administratif et financier. Nous avons Laetitia Chauviré, assistante administrative et référente GEFAND. Laetitia Svelte-Bobet, référente élue intégrité. Jean-Christophe Knockert, excuse-moi si je dis mal ton nom, référent intégrité. Et
On a fait à peu près le tour et maintenant, avant de commencer ce webinaire, je vais laisser la parole au président de la Ligue pour un petit mot de bienvenue et après on commencera ce webinaire. Bien, merci, Oui. merci Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver à cette visio. Donc 82 connectés pour l'instant, sans doute plus ensuite. Très heureux de vous retrouver parce que je pense qu'il est temps. Une circulaire administrative de début de saison, c'est enthousiasmant, je pense, au vu de la période que nous sommes en train de vivre, et je l'espère que nous sommes en train de terminer de vivre à la suite de cette crise sanitaire. Donc c'est enthousiasmant pour se dire qu'on l'espère tous et on est tous optimistes de se dire qu'on reprendra de façon normale et classique en septembre prochain avec, je l'espère, le plus de handballeurs possible dans nos clubs en septembre prochain. Du moins, c'est dans cette dynamique-là que les instances du handball se sont engagées, de la fédération aux comités départementaux. On espère que l'ensemble des engagements que l'on a tous collectivement pris vous permettront de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de licenciés reviennent dans vos clubs en septembre prochain. Voilà, je ne vais pas donner plus d'informations sur la rentrée prochaine parce que c'est tout l'enjeu de cette visio de ce soir et je ne voudrais pas spoiler avant le début de la visio. Mais voilà, en tout cas, très heureux de vous retrouver ce soir pour lancer cette nouvelle saison. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir rencontrer un maximum de clubs lors de l'Assemblée générale qui est prévue en présentiel le 19 juin prochain et j'espère que la situation laissera tranquille pour qu'on puisse se retrouver vraiment en présentiel pour partager aussi et échanger tous ensemble. Donc voilà, vous souhaitez un bon webinaire, en tout cas, avec voilà, les intervenants qui se rendent disponibles et qui ont travaillé pour vous transmettre un maximum d'informations qui, je l'espère, seront le plus clairs possible pour vous. Et si des éléments ne sont pas clairs à l'issue de ce webinaire, de bien évidemment ne pas hésiter à contacter les services de la Ligue qui pourront répondre à l'ensemble de vos interrogations. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça, mon cher Julien, te laisser de nouveau la main. Vous souhaitez une bonne soirée, vous m'excuserez, mais je ne resterai moi. Et j'espère pouvoir très rapidement vous rencontrer et vous revoir en présentiel. Bonne soirée à tous. Merci Alexis. Je propose qu'on passe à l'ordre du jour de ce webinaire. Donc les différents points, donc on va parler en premièrement des affiliations 2021-2022, ensuite des certificats médicaux pour les mineurs et les majeurs, les attestations d'honorabilité, gestion des Hello Asso, les mutations 2021-2022, la circulaire administrative 2021-2022, les tarifs 2021 et 2022 et des points divers à la fin. Donc, premier point, l'affiliation 2021-2022. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, merci Julien. Donc bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux et je pense que c'était nécessaire d'avoir ce moment de présentation avec l'ensemble des clubs, des comités qui sont présents. Je crois qu'il y a aussi les assistantes administratives des comités départementaux qui participent à cette visioconférence. Et il est important qu'on vous donne beaucoup d'informations et qu'on vous puissiez démarrer la saison dans les meilleures conditions possibles. Première information, c'est que d'habitude, la saison sportive commence toujours le 1er juin et s'arrête le 31 mai. Et donc, la fédération a décidé, vu le contexte, le fait qu'il y avait plein de choses et que l'objectif, c'était de faire la reprise le plus vite possible. Et donc, ils ont avancé d'un mois. Et donc, la saison, on va dire, sportive a démarré depuis le 1er mai 2021. Donc, on a gagné un mois et donc, ça veut dire que sur Gestand, lorsque vous allez vous connecter et vous avez pu constater que vous étiez déjà sur la saison 2021 et 2022 pour pouvoir y accéder. Le premier point qu'on va aborder, ça va être la partie affiliation parce que ça va être la base de tout et vous allez voir qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire si déjà les 3 premiers points d'affiliation ne sont pas faits.
Première partie, les organes sur Gestand. Vous savez que vous avez un onglet, donc je vous ai mis un petit, alors j'ai pris un exemple sur un club, hein, mais peu importe, lorsque vous allez sur Gestand et que vous allez dans administratif, mon club, et donc dans l'onglet organes, la fédération a fait un reset de toutes les informations qui apparaissaient dedans. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des présidents, des présidentes de clubs qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans et qui n'étaient plus présents, qui n'étaient même plus dans les clubs, et sauf que ça n'a jamais été modifié par les clubs pour X raisons. Et donc, la fédération a décidé de faire un reset complet sur tous les clubs, les instances, comités et ligues compris. Et donc, le premier point que vous aurez à faire, c'est de rentrer les organes, qui sont les 3 personnes qui sont le plus importants dans une loi 1901, c'est-à-dire le président, le trésorier et le secrétaire général. Vous allez me dire, bah oui, mais la question qu'on a, c'est qu'on a certains clubs qui vont avoir leur assemblée générale dans 15 jours, dans 3 semaines, et on ne connaît pas encore les personnes. Alors, c'est vrai, la consigne qu'on vous demande, c'est de rentrer le président, le secrétaire et le trésorier actuels qui sont en fonction jusqu'aux prochaines élections. Et une fois que vous aurez fait l'Assemblée générale, qu'il y aurait un nouveau bureau qui sera élu, à ce moment-là, vous pourrez retourner dans l'organe et modifier le président, le trésorier et le secrétaire général. Ça, c'est hyper important parce que tout à l'heure, vous verrez la dernière petite phrase, mais tant que ces informations-là ne sont pas rentrées, à un moment donné, vous ne pourrez pas valider de licence parce que ça va bloquer en disant « attention, l'organe du club n'est pas complété ». Et donc là, il est important de bien compléter cette partie. Donc ça, c'est la première partie qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut commencer par cette base sur l'ensemble des clubs. Le deuxième point qui est aussi important, et vous verrez aussi pourquoi tout à l'heure, c'est les tarifs. C'est important, c'est que dans Gestand, j'ai pris aussi un exemple, toujours dans l'onglet Mon club, administratif, Mon club et l'onglet Tarifs. Dedans, il apparaît tous les tarifs qui puissent exister entre la fédération, les différentes instances, fédération, ligue, comité et le club. En sachant que, vu le contexte actuel, il y a beaucoup de clubs et beaucoup d'instances qui ont mis en place des tarifs différents en fonction que ce soit un renouvellement ou une création et que les tarifs sont différents. Donc, pour les instances, pour information, la fédération, comme on peut le voir, a complété ses tarifs, la Ligue a complété ses tarifs et l'ensemble des comités ont complété leurs tarifs. Donc ça, c'est des tarifs qui ont été votés soit en assemblée générale, soit en conseil d'administration. Par contre, ce qui est important, c'est que chaque club saisisse bien vos tarifs, soit sur un tarif en création, soit sur un tarif renouvellement. Et ça veut dire que si dans certains clubs, c'est le même montant, si dans certains clubs, c'est le même montant entre la création et le renouvellement, ce n'est pas grave, vous rentrez 2 fois le même tarif. D'accord ? Ça, c'est une nouveauté qui est imposée et que ça soit saisi sur l'ensemble des licences. Et c'est idem, lorsque les tarifs ne sont pas saisis, vous ne pourrez pas valider de licence. Donc, ce critère est très important. Et lorsque le tarif est de 0, on remplit forcément et on met 0 dans la case. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas une case vide, parce qu'une case vide, ça veut dire qu'on ne pourra pas, la procédure ne va pas aboutir. Donc, il est important de bien stipuler et de mettre le 0 si un tarif est à 0. Vous pouvez constater, par exemple, si on prend le tarif de la Ligue par rapport au renouvellement où on est à 0 partout, eh ben, on a bien mis le chiffre 0 et on n'a pas mis on ne l'a pas complété, quoi. Si on ne le complète pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Pourquoi on demande toutes ces informations? C'est que tout simplement, c'est que sur la nouvelle licence, comme vous pouvez le voir, il y a un nouvel onglet, il y a un nouveau, on va dire, une petite zone où chaque licencié pourra constater le prix de la licence qu'il va payer avec la répartition entre les différentes instances.
C'est une nouveauté qui a été mise en place par la fédération. Et donc, c'est pour ça qu'on demande que tous les tarifs, instances et instances et clubs soient bien indiqués et en fonction du licencié, en fonction s'il prend les assurances, etc., eh ben, le total se fera automatiquement. Donc, il est vraiment important de bien saisir cette partie-là. Et ça veut dire qu'une fois que le licencié sera licencié, il va recevoir un mail, comme d'habitude, et il recevra sa licence et avec les tarifs qui seront indiqués dessus. Donc, il est vraiment important de bien rentrer les tarifs. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vois certaines personnes qui font des petites grimaces en disant ça va être long, mais franchement, ça prend 3 minutes à saisir les tarifs, hein. Ça va relativement rapidement. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y a un Google Form, le même que l'année dernière, qui est à compléter par l'ensemble des clubs avec alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais l'avantage, c'est qu'on a mutualisé ce Google Form entre la Ligue et les comités pour que l'ensemble des instances puissent utiliser ce document-là et donc de bien compléter ce formulaire. En sachant que vous avez reçu la semaine dernière de mémoire la circulaire administrative avec toute une explication et donc le lien, c'est exactement le même qui apparaît dans le document. Et une fois, tant que ces trois points-là ne seront pas faits, on ne pourra pas qualifier de licence. D'accord ? Voilà, par rapport à la partie affiliation, donc vraiment, de bien remplir les organes de chaque club, l'organe, avec le président, trésorier, secrétaire en priorité. Si vous connaissez toutes les fonctions, il est bien évident de pouvoir compléter de compléter tous les présidents de commission, les trésoriers adjoints, vice-présidents, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est important de les saisir. Je vous explique aussi que dans la CMCD des clubs, en fonction des personnes qui sont membres dans les instances, etc., on calcule un nombre de points dans le seuil de ressources. Et donc, il est important de bien saisir ces personnes-là pour qu'on puisse les comptabiliser ensuite. Les tarifs à rentrer et le Google Form à compléter. Alors, on a des questions, Stéphane, sur le chat. On en avait une première. Alors, je remonte dans le fil parce qu'on en a eu pas mal. On avait une question sur les certaines lignes qui semblent être en double dans Gestand. Oui, c'est normal. Vous verrez quand vous passez la souris dessus, par exemple, c'est marqué pour les moins de 17 et ensuite c'est marqué pour les 18 à 99 ans. Donc, c'est pour les licences plus de 16, par exemple. Et pareil pour les 12-16. Voilà. Donc, ça, c'est juste d'un point de vue réglementaire, RGPD, etc. C'est ce que m'a informé la fédération. Donc, il faut bien rentrer 2 fois les tarifs en fonction de la ligne. Mais par exemple, la ligne moins de 12, elle n'apparaît qu'une seule fois, par exemple. D'accord. Alors, on a une question par rapport à ça, sur le moins de 12. J'ai un club qui disait qu'ils appliquaient des tarifs différents entre les catégories si c'était des moins de 12 compétitifs. Alors, des moins de 12 ans compétitifs et les moins de 12 ans, alors c'est la même chose. Alors, il y a dû y avoir une non compétitif, je pense. Oui, peut-être, ouais. Alors, en fait, par rapport à la catégorie, ça, c'est propre au club, mais dans Gestand, il n'est pas possible de rajouter on va dire, des licences supplémentaires. Ça, c'est des licences qui sont votées en assemblée générale avec des catégories et que nous, on n'a pas la main pour pouvoir les modifier. Donc, vous pouvez faire des tarifs différents si vous le souhaitez, mais sauf que dans Gestand, il faut mettre obligatoirement le tarif qui correspond à la catégorie. D'accord. Ça répond pareil à la question sur les années de naissance et les ajouter. Autrement, on a une question sur les sections de club omnisport. Est-il possible de distinguer la part du club omnisport et la part du club? À ce jour, non. Parce qu'en fait, non, actuellement, ce n'est pas possible. Par contre, maintenant, nous, ça, c'est une question, Laetitia, peut-être qu'on peut faire remonter pour les clubs omnisport, éventuellement, pour bien séparer les deux choses. Oui. Mais pour l'instant, pour cette année, ça ne sera pas possible, malheureusement. On a la question aussi donc, de si l'AG est en septembre, quel tarif on doit mettre?
Alors, nous, par exemple, pour la Ligue, pour donner l'exemple, c'est que nous, les tarifs qu'on va vous faire voir tout à l'heure, qu'on a déjà diffusés dans la circulaire, c'est des tarifs qui ont été votés en conseil d'administration, qui ont été validés par le CA, et on a bien marqué dedans que c'était en attente de validation de l'Assemblée générale. Je prends l'exemple, comment nous, la Ligue, il a été décidé d'avoir mettre 0 pour le renouvellement. Si les clubs votent contre, ils disent non, non, on veut une participation de 5 euros. Eh ben, en fonction du vote de l'Assemblée générale, on modifiera les tarifs dans Gestamp. Mais pour le moment, on a pris l'option de dire on met les tarifs qui ont été votés par l'instance, on va dire, régalienne et obligatoire, qui est le conseil d'administration de la structure. Donc, pour les clubs, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire que les tarifs que vous avez votés en conseil d'administration de club, vous pouvez les inscrire dedans et en fonction de la décision de l'Assemblée générale, s'il y a besoin de les remodifier, eh ben, il faudra les modifier à ce moment-là dans Gestamp. Très bien, merci. Donc après, on a une autre question. Quel affichage si le club a décidé de faire la licence gratuite en renouvellement? Là, on affiche 0. Ça veut dire que si je prends ici, ça veut dire que dans la partie club, ça sera marqué 0. Pardon, excusez-moi. Ici, dans la partie club, ça sera marqué 0 en renouvellement. J'ai une remontée autrement de problèmes sur les réponses sur Google Forms. Alors ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez contact directement avec la Ligue. Par la suite, on vous aidera. Continue. Alors, on doit remplir la part club après déduction de la part des instances ou le montant total. Bah là, en fait, là, dans la partie club, vous mettez vraiment uniquement le montant que vous demandez, en fait. C'est la Ligue qui remplit pour sa part et le comité Voilà, aussi. ça veut dire que nous, on a rempli la fédération a saisi ses tarifs, la Ligue a saisi les tarifs. On avait demandé aux 5 comités de saisir leurs tarifs, donc ça a été fait. Et là, il ne vous reste plus que vous, la part club, à saisir. Stéphane, dans une des questions précédentes, est-ce que le club ne voulait pas dire tout simplement, est-ce que je ne fais pas une licence complètement gratuite? Ce qui veut dire que dans ce cas-là, la part club qui devrait être indiquée devrait être négative pour arriver à 0 au total. Ouais. C'est possible ou pas? Je ne sais pas, parce que la question m'a paru relativement, peut-être pas très très bien posée. Ouais. C'est exactement ça, oui. Parce que là, il va y avoir un tarif qui va apparaître sur la licence, alors que le club de Venay veut les faire gratuites totalement. Est-ce que l'on peut mettre une part club négative? Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que c'est le club qui prend à sa charge la part fédérale, assurance ou comité, ligue de ce qui reste à payer, en fait, c'est ça? Oui, oui. Et ben ça, je vais me renseigner si c'est possible de mettre un chiffre négatif et à ce moment-là, on vous reconfirmera. Et si on peut avoir la réponse d'ici la fin de la visio, on vous le communiquera. D'accord, merci. Très bien. Et autrement, on demande aussi où est-ce qu'on peut récupérer le Google Form. Le Google Form, il est dans le mail que vous avez reçu de la circulaire administrative qui apparaît directement. Alors, je ne sais pas si je peux vous le faire voir. Hop. On le remettra au pire dans l'envoi du ou je vais le mettre dans le chat. Du webinaire. Laetitia, est-ce que tu peux l'envoyer dans le chat de la visio? Comme ça, les clubs l'auront directement, ça sera plus simple. Alors, il y a une question concernant les mutations. On y reviendra tout à l'heure, donc on vous répondra tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au sujet suivant, les certificats médicaux. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Oui, il fallait que j'ouvre mon micro, il paraît que c'est mieux. Donc, le certificat médical pour les mineurs, vous avez dû le lire ou l'entendre, il n'est absolument plus obligatoire, il ne sera plus demandé, mais il faut fournir l'attestation du questionnaire de santé. Donc, je rappelle, il faut d'abord remplir le questionnaire de santé, qui se comporte de mémoire de 10 questions. Il faut avoir répondu, si tel est le cas, bien évidemment, négativement à chacune des questions posées. Et à partir de là, le représentant légal du mineur signe l'attestation du questionnaire de santé et la joint à la demande de licence. Si
par hasard ce questionnaire n'était pas rempli, ou si effectivement il a été répondu oui à une question, et un seul oui est suffisant, il faut obligatoirement présenter un certificat médical, et ce certificat médical doit être postérieur au 1er mai 2021. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, Michel. Non, c'est juste pour repréciser une chose. Il faut bien mettre que la première page du questionnaire de santé sur la demande de licence. Absolument. Le questionnaire de santé est un document confidentiel. On ne doit, en aucun cas, on doit le voir. Donc, quand vous nous l'envoyez et que vous envoyez que cela, eh bien, moi, je vous réponds qu'il est confidentiel et je refuse la qualification. Donc, de fait, c'est l'attestation qu'il nous faut. Il est bien évident que pour pouvoir délivrer correctement, enfin, remplir correctement l'attestation, vous devez préalablement avoir répondu au questionnaire. Et on fait confiance, on ne va pas vérifier les réponses. Voilà, mais il ne faut pas mettre les 2 pages. Bon, si vous les mettez, ce n'est pas un drame, mais la seule page de l'attestation nous suffit largement. Voilà. En sachant… Alors, pour les familles qui préféreraient fournir un certificat médical, personnellement, je ne suis pas du tout contre, bien évidemment. Après, dans ce domaine du certificat, chacun a son point de vue et je le respecte, mais faites attention, il y a un certain nombre de généralistes qui refuseront qui refuseront la consultation de votre enfant. Et c'est la même chose. Il faut nous envoyer, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre, si vous nous envoyez que le questionnaire de santé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il sera refusé parce que ce n'est pas signé, il n'y a pas de nom et prénom, etc. Donc, il est bien important de nous envoyer l'attestation et non pas l'autre partie. Et surtout, il est confidentiel, donc même on ne doit pas le voir. Hein. On a une question qui est: le club ne doit plus garder d'exemplaires papier de cette attestation? Attestation de santé? Oui. Non, c'est le licencié qui est le responsable et qu'en cas de litige ou en cas de problème, on se retournera vers le licencié pour qu'il nous fasse parvenir cet exemplaire. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas compris, Château-Gontier, certaines familles préfèrent fournir un certificat que le questionnaire. Est-ce possible? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais faites attention, il y a des généralistes qui vont refuser les consultations pour vos enfants. C'est ça. On a déjà eu le cas, la saison dernière. Il y a 2 optiques et en fonction du syndicat auquel adhère ou n'adhère pas votre Toubib, il va prendre telle ou telle position. Ok, très bien, merci. On passe au point numéro 3, les attestations d'honorabilité. Non, pardon, les majeurs. Les majeurs. Les majeurs. N'oublie pas les majeurs quand même. Ouais, c'est plus simple, donc ça va, c'est rapide. Je n'ai pas eu de réponse à une question concernant le point précédent. Y a-t-il une date limite pour le Google Form? En fait, il n'y a pas de date limite. La seule chose, c'est qu'on vous demande de le faire au plus vite parce que tant que les 3 points ne sont pas faits, on ne peut pas qualifier de licence. Et nous, l'objectif, c'est qu'on prenne le moins de retard possible et qu'on qualifie les licences le plus vite possible et pour que même les clubs puissent les recevoir le plus rapidement possible. Je sais, par exemple, que certaines informations vont changer. Est-ce qu'il est possible de le mettre à jour? Oui, tout à fait. De renvoyer à nouveau le Google Form après? C'est ça, oui, pas de souci. D'accord. Pas de souci. Merci. Pour les majeurs, le certificat médical pour les majeurs, ça ne change pas. Il doit être maintenant postérieur au 1er mai 21, sachant qu'il est valable 3 ans. Donc, on acceptera les certificats datés jusqu'au 1er juin 2018. Et en cas si le certificat médical n'est pas postérieur au 1er mai, eh bien c'est la même formule que pour les mineurs. Il faut fournir l'attestation du questionnaire de santé. En sachant que cette année, il y a quand même beaucoup de certificats médicaux qui arrivent au bout des 3 ans. Et donc, il y a un renouvellement à avoir. De la même façon,
que les pièces d'identité, elles ne restent dans Gestand que 3 ans. Et ça n'a rien à voir avec les certificats médicaux, mais c'est la même périodicité de sauvegarde. Ok, ça marche. On avait une question là sur le temps. Combien de temps faut-il garder les certificats médicaux qui ont été délivrés les années précédentes? Faut-il les archiver? Pas en tant que club. De la même façon, c'est l'individu qui devrait le garder. S'il y a quoi que ce soit, on va se retourner vers l'individu. Maintenant, le club, s'il l'a, peut toujours le garder. Au-delà de 3 ans, ce n'est pas la peine, il est plus valable. On a une question qui revient sur le sujet précédent, même question posée précédemment. Comment cela se passe-t-il si on veut faire des réductions à partir de la 2e licence pour les mêmes familles? En fait, alors ça, c'est pas par rapport au certificat médical, mais je suppose Non, que c'était pour la famille. mais là, la question, c'est que ça, c'est quelque chose, entre guillemets, c'est une sauce en interne de chaque club, parce que chaque club a un fonctionnement qui est différent et des remises qui sont différentes en fonction s'il y a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le gérer dans Gestand. Ça veut dire que sur la licence apparaîtra le tarif que vous avez saisi sur Gestand. Mais si vous faites des remises, ça n'apparaîtra pas. Bien, merci. Alors, une question concernant le certificat médical. La mention pratique sportive suffit ou il faut la mention pratique du handball? Non, faut handball. La mention pratique sportive suffisait pour la saison dernière pour le seul modèle de certificat médical qui avait été prévu en commun entre le volley, le basket et nous-mêmes. D'accord. Donc là, soit c'est un certificat de la saison dernière, tel que je viens de le décrire, pas de souci, soit c'est un autre certificat, il faut bien pratique du handball en compétition ou loisir suivant le cas de figure. Très bien. Alors, on a une question perso. Je n'ai pas compris, pour les justificatifs d'identité, ils peuvent être à renouveler. Oui, parce que dans Gestand, en fait, les justificatifs sont valables 3 ans et au bout de 3 ans, et elles s'effacent automatiquement. Il faut en remettre un nouveau. Donc, c'est pour ça que, et quand je disais tout à l'heure, c'est que comme on arrive au bout des 3 ans, il y a quand même beaucoup de licenciés où les certificats médicaux ou les pièces justificatives seront à renouveler. Si la pièce d'identité est toujours valable, on peut remettre la même, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui. C'est idem pour la photo. Hein. La photo, c'est la même chose. Après, la seule chose, c'est que quand il y a des photos où le licencié, c'est un baby hand et maintenant qu'il a 16 ans, donc, mais on a eu le cas. Si je le dis, c'est qu'on a eu le cas. Ok, il n'y a pas d'autres questions. On passe au sujet suivant. Une attestation, donc l'attestation d'honorabilité. Jean-Pierre, Jean-Christophe, je ne sais pas qui est-ce qui prend la parole. On va faire démarrer Jean-Christophe si c'est Allez, possible. Jean-Christophe, vas-y. Pas de souci. Bonsoir à tous. Alors, juste, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le principe sans entrer forcément dans les détails, parce que vous allez avoir à disposition un webinaire de la fédération qui vous est proposé de mémoire le 2 juillet à 18h30 sur l'application Bisport, qui vous donnera un peu plus de détails très concrets sur la mise en œuvre dans la gestion des licences. L'idée de ce soir, c'est plutôt vous expliquer un petit peu le principe, la notion d'honorabilité. Donc, il faut savoir que la fédération fait passer dans ses règlements des changements sur la nécessité pour toutes les personnes disposant du statut d'encadrant, et ça, c'est le club qui définira lors de la création des licences le statut d'encadrant. Ces personnes-là qui ont ce statut d'encadrant auront l'obligation de fournir une attestation d'honorabilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils attesteront sur l'honneur, sur un document qu'ils produiront, qui leur est fourni, le fait qu'ils ne sont pas assujettis à des condamnations entraînant une incapacité à exercer des fonctions à responsabilité, et notamment d'encadrement, mais pas exclusivement. Dans les exemples les plus concrets et les plus d'actualité, c'est notamment quelqu'un qui a une condamnation définitive sur des violences sexuelles. Naturellement, il ne peut pas du tout exercer la fonction d'encadrant auprès d'un public. C'est plutôt assez évident. Donc, vous allez sur le tableau là, qui est sur la diapo, en fait, la liste des personnes qui sont concernées par l'attestation d'honorabilité. Donc, en premier lieu, et le plus simple, c'est les dirigeants d'associations sportives,
les éducateurs sportifs, et ça, qu'ils soient à la fois rémunérés ou bénévoles, donc ça concerne toutes les populations d'encadrants sportifs, donc les entraîneurs, les personnes, les encadrants médicaux, les arbitres, les candidats à une formation professionnelle et les bénévoles salariés en contact avec des publics directs auprès des mineurs. Il y a une deuxième colonne dans le tableau que vous voyez à l'écran qui concerne ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité, ce qui est différent. C'est-à-dire que la loi impose que les personnes qui sont dans cette catégorie, donc les dirigeants d'associations, les exploitants d'établissements d'APS et les éducateurs sportifs, à la fois rémunérés ou bénévoles, peuvent être soumis à ce qu'on appelle un contrôle automatisé. C'est que l'État va recueillir auprès de la fédération les noms de ces personnes-là et contrôler eux-mêmes leur casier judiciaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un contrôle automatique, mais clairement, quand on a ce statut-là, on est potentiellement soumis à un contrôle de son casier judiciaire. Donc, ce qui veut dire que c'est une double vérification. Il y a à la fois la personne qui doit attester sur l'honneur, qui n'a pas de condamnation à son encontre sur des condamnations qui entraînent une incapacité, mais potentiellement, il peut aussi y avoir un contrôle des services de l'État pour s'assurer qu'effectivement, la personne ne n'est pas sous le coup d'une condamnation définitive qui entraîne une incapacité à exercer les fonctions. Voilà, on n'ira pas plus loin en l'occurrence ce soir. L'enjeu, c'était de vous faire prendre conscience un petit peu de cette nouveauté, même si elle a été testée cette année, mais le Covid n'a pas permis de réellement l'exploiter à 100%. Donc là, à partir de cette année, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attestations d'honorabilité seront demandées pour toute personne qui ont donc le statut d'encadrant, donc toutes les personnes qui sont dans la colonne de gauche. Et il y aura dans le règlement un avertissement pour toute personne qui apparaîtrait sur une feuille de match et qui n'aurait pas rempli son attestation d'honorabilité. Donc, notamment, la population la plus évidente, c'est les entraîneurs. Un entraîneur qui apparaît en tant qu'officiel A sur une feuille de match, mais dont il n'a pas d'attestation d'honorabilité en conformité, c'est quelqu'un qui, potentiellement, peut recevoir un avertissement. Cette année, on est dans une année plutôt d'accompagnement pédagogique. On alerte les gens sur le fait qu'ils ne sont pas dans les règles. Ce qui est certain, c'est que ça va aller à court ou moyen terme vers de la sanction. Voilà. J'ai fini, je pense. Est-ce que tu vois des éléments à compléter, Jean-Pierre, ou pas? Disons, j'aperçois des questions. Ouais, on a des questions. En fonction des réponses aux questions, tu vas voir, je vais essayer de compléter. Hein. Je ne sais pas si je vais y parvenir. Essayer de compléter au mieux. Donc, comment sera donc les questions? Comment sera déclenchée l'attestation d'honorabilité? Envoi vers le licencié. Oui, en fait, pour vous en tant que club, c'est exactement le même principe que sur le certificat médical. C'est une pièce jointe qu'il faut adjoindre en fait à la licence. Et la seule chose, c'est que vous, quand vous créez la licence, il faut bien, et c'est ce qui vous sera expliqué, là pour le coup, je vous invite à participer à la visioconférence de la fédération, il y aura bien à définir dans vos licenciés quels sont ceux qui ont le statut d'encadrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est licencié exclusivement pratiquant n'est pas soumis à une attestation d'honorabilité. Il ne fait que pratiquer. D'accord? Par contre, quelqu'un qui rentre dans les catégories qui sont listées à gauche, automatiquement, dès lors qu'il est licencié dans votre club, il rentre dans la catégorie des personnes qui doivent avoir le statut d'encadrant. Donc, vous devrez les déclarer comme encadrant. Ça va déclencher chez eux, dans la création de leur licence, la nécessité également d'adjoindre l'attestation d'honorabilité. Donc, c'est exactement le même process que sur le certificat médical. Il renseigne le document ou le questionnaire de santé. Il le signe et il le met en pièce jointe. Ensuite, dès lors que le dossier est complet, vous validez pour ensuite envoyer à la Ligue, qui va contrôler la conformité. Bien, merci. On avait une question concernant les responsables de salle et aussi les personnes donc, que définit en fait le contact avec des mineurs? Est-ce que le transport, le bar… Attends, je vais déjà répondre à la première partie, Julien, si tu le permets. Lorsque vous remplissez une feuille de match, vous avez tout ce que j'appellerais le haut de la feuille de match, partie sur laquelle vous mettez les arbitres, les délégués, le secrétaire de table, le trésorier. Non, le chronométreur, ça doit largement suffire et peut-être être mieux. Donc, tous ces gens-là, ils sont réputés être en contact. Donc, ils ont besoin du certificat d'honorabilité.
De la même façon, vous avez plus bas, vous avez les personnes qui encadrent l'équipe, qu'il soit l'officiel responsable ou l'officiel A, B, j'en passais des meilleurs, également, ils sont susceptibles d'être en contact. Donc, le certificat l'attestation d'honorabilité est demandée. Alors, le contrôle pourra être fait sur les feuilles de match. Donc, dans un premier stade, il n'y aura pas de sanction. Mais il y aura... Seulement des avertissements. Pardon? Seulement des avertissements, c'est ce qui est Voilà, prévu dans le seulement des règlement. avertissements. Sachant que dans un deuxième stade, ça pourra effectivement déboucher sur des sanctions, mais il faudra que l'informatique nous aide un peu parce que je plains les gens qui feront le contrôle des fautes. J'ai vu dans les... juste quand même pour comprendre le sens, hein, c'est vraiment un élément d'actualité. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi assez récemment sur les médias toutes les problématiques de violence, et notamment de violence sexuelle, mais pas exclusivement. Il y a toutes les formes de violence. Clairement, la fédération, comme toutes les fédérations, ont, de par leur délégation de service public, la nécessité de s'investir également aux côtés de l'État pour lutter contre toutes les formes de violence. Et donc, ça fait partie de l'arsenal des moyens que l'État et les fédérations ont à disposition pour justement lutter contre toutes les formes de violence, à savoir essayer d'écarter de nos pratiquants handballeurs toute personne qui pourrait être dangereuse à leur contact, tout simplement. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Peut-être dans les questions, Julien? Il y a encore d'autres questions. Donc il y avait la question du responsable de bar et les transports des mineurs aussi. Comment ça se passe? Transport des mineurs à la condition que les personnes... Voilà, exactement. S'ils sont licenciés, oui. Totalement. Mais s'ils ne sont pas licenciés, on ne les connaît pas. Voilà, c'est ça. C'est la grosse différence. C'est la licence ou pas. Eh oui. Exactement. Le règlement s'applique exclusivement aux personnes qui sont licenciées. Tout à fait. On voit des remarques en disant nous, tous nos joueurs font le bar ou la table, donc ils doivent tous remplir l'attestation. Oui. Le bar, non. Le bar. Non, mais là, je parlais par rapport aux tables de marque. Mais la table, oui. Alors, on avait comment déclare-t-on les encadrants? Ça sera lors de la création de la licence. Alors là c'est plus technique et je ne le maîtrise pas assez pour pouvoir le donner dans le détail. C'est pour ça que je vous invite à regarder ou en direct ou en différé le webinaire de la fédération. Là, pour le coup, vous aurez le process pas à pas avec l'écran G-Stand et du côté dirigeant qui fait la création de licence, à quel endroit on doit cliquer pour attacher le statut d'encadrant au licencié. On a une remarque qui dit pourquoi ne pas le demander à tous les licenciés majeurs, ça serait plus simple. Vas-y, Stéphane. Je disais juste pour répondre à la question, pour savoir les encadrants. Et en fait, tout à l'heure, quand je vous ai fait voir le slide sur cette partie-là, et en fait, dans administratif, mon club, vous avez un onglet encadrant. Et oui, d'accord. Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un bouton « Ajouter un encadrant » et c'est là que vous allez saisir les informations. Et vous pouvez le saisir que quand la licence est qualifiée. Attention. Exactement. J'ai vu une autre question peut-être, je l'ai vu en volée, mais je l'ai vu suffisamment répété. Les gens qui cumulent les statuts entre pratiquants et encadrants, de facto, dès lors que vous exercez une fonction qui rentre dans la catégorie des encadrants, automatiquement, vous êtes soumis à l'attestation d'honorabilité. Ouais. On a une question, on ajoute autant d'encadrants que l'on veut. Tant que les gens rentrent dans la catégorie qui est citée dans la colonne de gauche. C'est ça. On ne peut pas déclarer, attention, hein, on ne déclare pas en tant qu'encadrant un joueur. Clairement, il n'est pas soumis à l'attestation d'honorabilité et encore moins au contrôle d'honorabilité. Un pratiquant. Mais là, du coup, si, puisque vous nous dites que chaque personne qui fait la table de marque doit avoir l'attestation. Oui. Et pour avoir l'attestation, il faut être mis dans les encadrants. Donc là, je ne comprends pas. Moi, dans mon club, tous les joueurs sont bénévoles et font la table de marque. Donc, ils doivent avoir l'attestation d'honorabilité, donc ils doivent être encadrants. Donc, je dois dans ce cas-là, tout le monde dans la liste. Oui, donc c'est bien leur fonction de bénévole qui fait que l'attestation doit être présente. Mais par contre, s'ils étaient que 5 joueurs et qu'ils ne faisaient pas de table, là, on ne serait pas dans ce cas-là.
Du moins, on ne leur demandera pas l'attestation. Moi, 100% de mes adhérents sont bénévoles à la table de marque dans l'année, donc 100% seront dans la liste des encadrants, on est d'accord. Tout à fait. On les rajoute. Oui. Ok. Des majeurs seulement. J'ai aperçu une question qui parle des mineurs. Là. Est-ce que tu peux l'expliciter un petit peu, Julien, parce que j'avais vu qu'un petit bout. Alors, on avait idem pour les entraîneurs mineurs. On avait la question pour les entraîneurs mineurs, mais là, je ne pense pas. Mineur avec mineur, je ne pense pas. Attends. Pour un encadrant mineur, puisque personnellement, j'ai posé le cas pour les mineurs de moins de 16 ans qui peuvent avoir des licences de dirigeants, il m'a été répondu « L'attestation d'honorabilité devra être fournie, étant entendu qu'elle devra être signée par le représentant légal. » D'accord. Mais pour l'instant, prenez ma réponse avec des pincettes. Je pense qu'il faut être prudent, il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez, mais la fédération n'a pas une position tranchée sur ce sujet. D'accord. En fait, il y a deux interlocuteurs qui ont chacun des réponses diamétralement opposées, ce qui est un peu embêtant. On avait beaucoup de questions par rapport aux mineurs, donc on ne pourra pas répondre définitivement sur ce sujet-là. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, pour les licences de l'organe directeur, je n'ai pas vu de demande de l'attestation d'honorabilité dans les documents. Parce qu'il n'avait pas dû être répertorié comme encadrant, monsieur. Je sais pas. Ça doit être ça. Stéphane, tu peux peut-être mieux répondre que moi, là. En fait, on ne peut pas, Christine Dufil-Berambal, en fait, on ne peut pas rajouter d'encadrant tant qu'on n'a pas qualifié les licences de l'organe directeur. Donc en fait, on ne peut pas avoir d'attestation pour le bureau directeur. Parce qu'on doit les qualifier avant. Stéphane. C'est une bonne question. On va poser la question avec Laetitia. Savoir comment on pose ça. Laetitia, tu as une réponse peut-être à apporter? Mais les attestations, de toute façon, vous les avez quand le licencié est là, quand il fait sa licence. Donc, automatiquement, dès que la licence est qualifiée, vous pourrez saisir les informations dans l'organe. Attends. Oui. On a une autre question pendant que vous cherchez peut-être une réponse. Quel est le bulletin du casier judiciaire qui est concerné? C'est pas une question de bulletin, c'est une question de condamnation. La question des bulletins, c'est sur le degré de visibilité des condamnations. Alors que là, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les condamnations qui entraînent le fait qu'on ne peut pas exercer de fonction d'encadrant. Parce que vous avez 3 types de bulletins, le 1, le 2 et le 3. Vous pouvez quasiment tous voir le 3. Vous pouvez beaucoup moins voir le 2, normalement, et encore moins le 1. Ce qui est important, c'est surtout quel type de condamnations ont été affectées à une personne et lesquelles, dans celle-ci, entraînent une incapacité à exercer la fonction d'encadrant. Donc, ne vous posez pas assez de questions, enfin, tout du moins, ce n'est pas cette question-là. Et ensuite, sur les condamnations qui entraînent une incapacité, normalement, sauf erreur de ma part, dans l'attestation d'honorabilité, ils vous seront rappelés quel type de condamnations font que vous ne pouvez pas avoir le statut d'encadrant. Ok, très bien, merci Jean-Christophe. Michel? Oui, j'ai une petite question simplement. J'ai bien compris la colonne du milieu. Chacun se la remplit, c'est sur l'honneur, etc. Je comprends. La colonne de droite, qui décide de faire un contrôle et est-ce que ça peut retarder la qualification de la licence? Alors, la première question sur qui décide. Alors là, c'est aujourd'hui, on va dire, l'État peut, de manière purement aléatoire, demander de façon aux fédérations de leur ressortir les listes et de manière aléatoire faire des contrôles au hasard. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le contrôle manuel. C'est-à-dire qu'un responsable de structure, donc un président de structure, de club, de comité ou de ligue, peut transmettre la liste des personnes qui sont dans cette catégorie, donc les dirigeants d'associations et les éducateurs sportifs, et demander un contrôle. Parce que légalement, on peut demander le contrôle. Pas pour les autres populations, attention. Hein. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une étape vers encore un autre niveau qui est ce qu'on appelle le contrôle automatisé, ce qui aujourd'hui est le cas pour les éducateurs sportifs rémunérés. Ce sont des personnes qui, pour avoir le droit d'exercer le métier d'éducateur sportif, demandent une carte professionnelle. Et la carte professionnelle, elle n'est attribuée qu'à la condition que l'État ait contrôlé son casier judiciaire et qu'il est vierge de condamnation entraînant une incapacité. Donc, le contrôle automatisé, c'est on prend la base de données et on contrôle tout le monde. Et clairement, c'est ce vers quoi on va tendre.
mais sauf que c'est quelque chose qui va mettre du temps en termes de mise en œuvre, on va dire technique, mais c'est ce vers quoi on va tendre. Donc, il faut s'attendre à ce que cette population qui est soumise au contrôle d'honorabilité va être contrôlée de manière systématique et automatisée dans les années à venir. Aujourd'hui, ça peut se faire de manière manuelle ou aléatoire. Manuelle à la demande, aléatoire par l'État, mais probablement automatisé à terme par l'État. Très bien. Merci. C'est bon, Michel? Question, Michel? Pour l'instant, ça ne joue pas du tout sur les qualifications. Non, pas du tout. Par contre, ce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, c'est la conséquence dès lors que un licencié soumis au contrôle d'honorabilité, finalement, on découvre dans sa casier judiciaire qu'il y a une incapacité. Logiquement, cette personne-là va avoir un impact sur son activité. Hein. Ok, merci. On a une dernière question. Et pour les parents non licenciés qui font uniquement les transports de mineurs, comment fait-on? Pas licenciés, on ne connaît pas. Licenciés, on ne connaît pas. Voilà. Nous ne pouvons que vous inciter à licencier les parents, mais encore une fois, ce n'est qu'une incitation et non une obligation. Voilà. Nous n'avons de pouvoir réglementaire que sur les personnes qui dépendent de nous, donc à savoir la fédération. Donc s'ils ne sont pas licenciés, ils ne dépendent pas de nous. Très bien. Merci pour ce sujet. On a abordé toutes les questions. On passe aux nouveautés Gestand et Hello Asso. Laetitia, je te laisse la parole. Alors, les nouveautés, alors je ne sais pas, Stéphane, est-ce que tu as un petit lien Oui, attends, je suis en train. Donc, la fédération a mis en place, donc Hello Asso existe déjà depuis un moment, et ils ont mis, comment vous expliquer ça? Ils sont mis en partenariat avec eux pour avoir le lien. Donc, vous avez un lien en fait directement. Tu peux avoir la page Gestand? Oui. Tu veux que j'aille sur Gestand ou tu veux que j'aille Oui, non, sur Gestand. C'est plus simple. Si tu as accès. Ouais. Ou descendre la page, là, peut-être que tu auras l'info. Donc, certains clubs connaissent déjà Hello Asso, ils l'utilisaient. Donc là, la Fédé s'est mise en partenariat avec eux. Donc, dans administratif, votre structure, vous avez un nouveau onglet qui s'appelle Hello Asso. Donc, c'est inscription. C'est quoi, donc tarif? Voilà, descend. Non, c'est dans Là. Non, dans où tu étais. Descends un tout petit peu. Et donc là, vous avez créé et lié un compte Hello Asso. Donc, ceux qui ont déjà un compte Hello Asso, vous pourrez le lier directement en cliquant sur le lien. Vous allez pouvoir mettre votre compte, votre adresse mail. Ceux qui n'ont pas de compte Hello Asso, ils pourront créer un compte directement. Ce lien, en fait, sert à ce que votre licencié puisse payer la licence directement, sans passer... ils pourront payer en carte, en fait, directement via Hello Asso. Donc, après, la connexion via l'abonnement à Hello Asso, donc c'est gratuit, il y a juste une adhésion, juste créer son inscription. Il ne vous demande rien, sauf que à la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand le licencié va recevoir du coup son lien pour payer la licence, il va recevoir un petit bon et devra paramétrer 0 ou faire un don à l'asso Hello Asso s'ils le veulent. Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cela
Il n'y a pas du tout d'obligation d'y adhérer. d'utiliser l'OASO. Si le club ne veut pas l'utiliser, il a le choix de ne pas l'utiliser. C'est juste une option que la fédération a mis en place pour que vos licenciés puissent payer en ligne directement et que vous ayez moins de soucis par la suite. Et peut-être que le guide qu'on a montré tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait l'envoyer aussi à tous les clubs s'ils ne l'ont pas eu. Oui, ce sera bien. Ouais, ok. Il y a une petite question. La validation finale de la licence dépend du paiement et l'OASO ou non? La validation. Non. Non, parce que vous n'êtes pas obligé de passer par l'OASO, Non, n'est-ce pas? Je peux juste intervenir après de Juverdeil. Le lien de paiement est-il envoyé avant ou après la validation de la licence? Je pense que c'est ça. Nous, dans notre cas, on ne valide les licences que quand elles sont payées. Donc, si on envoie le lien après la validation, c'est-à-dire qu'on valide la licence et il paye ou il ne paye pas, on ne sait pas quoi. Alors, dans la licence, il y aura une nouvelle case du coup qui va apparaître. Alors, Stéphane, tu peux l'avoir à la page. Ah, dans le guide? Oui, dans le guide, tu l'as. Vers la fin. Là, ouais. Ici, là? Vous avez, alors dans la case licence, en fait, vous aurez une case où c'est écrit payer. Alors, il y aura un bloc de paiement où ce sera écrit, alors je recherche exactement comment ça sera nommé. Ah, c'est là, paiement, ici, là. La demande de licence validée, oui, et ce sera dans ce bloc-là, en fait. Oui, ce sera noté si ça a été payé ou non. Donc, vous saurez à quelle heure il a payé. Par l'OASO. Voilà. Ce bloc n'apparaît que si on a activé l'OASO, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Donc, ça veut bien dire que le lien est envoyé dès que le licencié finalise sa licence, sans action du club. Oui. Ok, d'accord. Bah ça, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est le plus pratique, non? Voilà. Clairement, c'est ce qui est le plus simple. Ah oui, non, c'est clair, je suis d'accord. En fait, le club doit juste prévoir de lier son compte Eloasso au départ. Au départ, d'envoyer toutes vos licences à vos licenciés. Mais après, tout se fera automatiquement. Et il est prévu dans peu de temps qu'il y ait, du coup, pour certains clubs qui demandaient tout à l'heure comment on fait quand on a des tarifs réduits, il y aura possibilité avec Eloasso de réduire, de mettre des tarifs réduits. C'est prévu dans le partenariat. Comme la majorité des licenciés paient par chèque afin de bénéficier soit d'un paiement différé ou fractionné, je ne suis pas sûr que ça soit très utilisé. C'était la question. On avait une question comme ça. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois si on utilise l'OASO? Tu as la réponse, Laetitia, sur ce point-là, non? Alors là, par rapport à Eloasso, non, je ne vais pas pouvoir répondre. Elle, a priori, faisait une... fois avec Hello. J'ai pas entendu, Michel, excuse-moi. Moi, je l'ai fait avec une autre association où on peut payer en plusieurs fois. D'accord. Okay. Maintenant, je ne connais pas le fonctionnement, mais je sais que c'est faisable. Ok, ça marche. Et il y avait les tarifs des licences sont à renseigner dans Hello Asso ou bien est-ce ceux de Gestand qui sont indiqués? Non, c'est ceux de Gestand indiqués. C'est pour ça qu'on vous demande de bien noter les bons tarifs. C'est ça. Et par rapport à la question, est-il possible de supprimer la liaison avec Hello Asso? En fait, à partir du moment que vous ne l'activez pas, forcément qu'il n'y aura pas de lien qui va se mettre en place. Oui, mais là, c'est a priori, le club l'a déjà fait, ils voudraient le déconnecter parce qu'ils ont eu des soucis avec les tarifs. Donc, est-ce qu'ils peuvent le déconnecter de leur compte Gestand? Ça doit être possible.
On prendra la question et on y répondra plus tard. Oui. Bon, qu'est-ce que je vois comme question? Non, j'ai une question, si vous voulez bien. Jean-Luc Dupont du SCO Handball. Certaines villes ou certaines entreprises ou certains employeurs font des aides sociales pour les problèmes de paiement des licences. Donc, comment est-ce que c'est intégré dans Hello Asso? Ce sera intégré par la suite. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais ils en parlent de voir ça. C'est-à-dire que pratiquement, comment est-ce que nous on fait, par exemple, si une personne arrive avec un bon de réduction de la ville d'Angers, par exemple? Eh bien, vous pourrez le réduire il y aura une case, je pense, où ce sera écrit réduction à valoir sur le prix de la licence. sur le prix de la licence, oui. D'accord, merci. Eh bien, plus d'autres questions? Je propose qu'on passe au sujet suivant, la gestion des mutations 2021-2022. Jean-Pierre, je te redonne la parole. La grande et seule nouveauté, c'est que la période des mutations va se courir donc du 1er mai au 31 août, puisque la saison a commencé le 31 août. Donc les mutations dans cette période, pour présenter la licence, il n'y a aucun document particulier qui va être demandé. Ensuite, on va tomber sur les mutations hors période, donc qui démarrent postérieurement au 31 août et jusqu'à la fin de la saison suivante, avec un stop le 31 décembre. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, vous avez les mutations vont pouvoir être acceptées. Alors après, les questions de gratuité, on les traitera d'une autre façon, mais elles vont pouvoir être acceptées à condition d'avoir effectivement les documents classiques, c'est-à-dire changement de domicile, changement professionnel, changement dans les études, enfin des documents tout à fait classiques, et pourront donner le lieu à délivrer des licences A s'il y a des retours au club ou s'il y a des cas particuliers, B ou D. Ensuite, à partir du 1er janvier, quoi qu'il arrive, ça ne peut être que des mutations qui donneront des licences de type C. Et sachant que le type C se transforme automatiquement la saison suivante en B. On ne repasse pas en A. Alors qu'une licence B ou D, la saison suivante, elle devient A. Voilà. Très bien. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Non, a priori non. On passe à la circulaire administrative. Oui. C'est en train de s'ouvrir. Alors, petite explication sur ABC. A, c'est une licence pour n'importe quel licencié qui est dans un club. Bon, pourquoi pas le SCO, puisqu'il y a au moins 2 représentants du SCO. On va faire honneur au Maine-et-Loire et à ce club. Donc, un licencié en 2020-2021 au SCO qui reprend une licence au SCO bénéficiera automatiquement d'une licence A, sauf s'il est étranger, bien évidemment, parce que je m'attends à ce que quelqu'un me le dise. Ensuite, une mutation pendant la période, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 août, va donner lieu à la délivrance d'une licence B. Ensuite, lorsqu'on va se trouver, alors la licence B permet d'évoluer également de façon tout à fait normale dans n'importe quel championnat, sachant qu'effectivement, il faut respecter les maxima de licence non A par feuille de match, suivant les niveaux de compétition auxquels on se situe. Ensuite, pour les mutations hors période, c'est-à-dire à partir du 1er septembre, la licence qui sera délivrée pourra être B ou D. Si tous les documents qui attestent bien d'un changement de situation, c'est-à-dire le document qui atteste du domicile, changement d'employeur, changement d'études, ça donnera lieu à la délivrance d'une licence B. Si on ne peut pas avoir ces documents, le club quitté peut délivrer une attestation qui dit « bon, mon licencié me quitte et je l'autorise à quitter ». Et bien évidemment, dans ce cas-là, il sera délivré une licence D. Attention,
la licence D ne permet pas d'évoluer dans un championnat national, donc à partir de la N2, de la N3 garçons et de la N2 filles, et bien sûr au niveau supérieur. Mais attention, c'est également le cas pour les championnats nationaux de moins de 18 masculins et de moins de 17 féminins. Voilà. Ok. Très bien, merci Jean-Pierre. On a une autre petite question. Donc, le tarif des mutations, on y reviendra, je pense, juste après, Stéphane. Oui, parce que là, je ne On le connais répondra pas par tout à cœur. l'heure. On verra tout à l'heure. Donc, on a une question. Est-ce la validation de la licence par le club qui déclenche la qualification de la licence et l'envoi du lien au licencié pour payer? Pour le paiement, moi, je ne pourrais pas répondre. La validation par le club, à partir du moment où le club a validé et que la licence nous apparaît comme finalisée, elle va être traitée. Alors attention, à partir du moment où elle est traitée, si le dossier est complet, la date de qualification, c'est toujours J+1, J étant le jour de la finalisation. Ça, c'est clair et net. Alors faites bien gaffe à une chose, si vous finalisez une licence le samedi, elle va être qualifiée à J+1, c'est-à-dire le dimanche. La personne ne pourra surtout pas figurer sur une feuille de match du samedi. Finalisation ou validation? Attends, le stade avant la qualif, c'est la finalisation, Laetitia. On va le voir dans la circulaire administrative. Autrement, je remonte. Non, Chaque fois, je risque. On va en parler tout à l'heure. Ok. C'est validation par le club +1. Oui. Et non pas non, c'est validation. Comment dire, finalisation par le licencié. C'est finalisation par le licencié, validation par le club. C'est validation par le club. J'ai fait un nœud entre les deux. Voilà, le stade avant la qualif, c'est validation. Et là, à partir du moment où le club valide la licence, la qualification, dossier complet bien évidemment, sera à J+1. Si on est amené à refuser le dossier parce qu'il y a une pièce non conforme ou une pièce manquante, automatiquement, ça revient vers le licencié, vers le club, et le décompte de jours repartira quand le dossier reviendra une deuxième fois, ou une troisième, voire une quatrième. Une dernière petite question, puis après on passe au sujet suivant. Suite aux différents tarifs, renouvellement et création, est-ce qu'une mutation est considérée comme une création, bien que le licencié avait déjà une licence la saison précédente? Eh bien, oui, enfin, ça va être ambigu, parce que oui, tu hoches la tête, Stéphane, c'est une sacrée bonne question, hein. Mais ça va être ambigu, parce qu'effectivement, elle va être considérée pour le tarif de la licence pure, si j'ose dire, comme un renouvellement. Donc, elle bénéficiera de la gratuité de la part fédé, hors maison du handball et assurance, gratuité de la ligue et après du département en fonction du cas de figure. Par contre, la mutation, elle sera à payer. C'est pour ça que je dis la réponse est quelque part ambiguë ou n'est pas homogène, mais c'est ainsi. Ok, très bien, merci. On passe à la circulaire administrative. Ouais, concernant la circulaire administrative, donc pour ceux qui demandaient tout à l'heure le lien pour pouvoir se connecter et remplir le formulaire, quand vous ouvrez la circulaire administrative, c'est le premier onglet et quand vous cliquez dessus, vous accédez directement au formulaire qui est à compléter. Sur la partie affiliation, réaffiliation, on l'a déjà évoqué. La seule chose qui est importante, et là on l'avait précisé, qu'on demande que tous les clubs soient à jour et on fait le nécessaire avant le 15 juillet pour qu'on puisse derrière qualifier les licences, en sachant qu'il existe des guides et des raccourcis pour pouvoir vous accompagner pour renseigner les différentes parties. Pas besoin de joindre de chèque. Il y a des factures qui vous seront envoyées par le service financier par rapport aux différents abonnements et frais d'affiliation, en tenant compte aussi des décisions qui ont été prises par les différentes instances pour la nouvelle saison 2021-2022. Rappelle aussi que chaque club qui est affilié a une responsabilité civile. Et donc, vous pouvez directement télécharger une attestation si vous avez besoin pour une mairie ou quoi que ce soit. Vous avez, du fait que vous êtes affilié, d'office, votre club est assuré et a une responsabilité civile et vous pouvez télécharger l'attestation.
la partie gestion des licences, on l'a déjà évoqué, mais rappel par rapport aux photos, de bien mettre des photos. Alors, on ne va pas vérifier au millimètre près, mais entre ceux qui mettent des photos où on est incapable de voir qui c'est, ou avec des lunettes de soleil, soit avec comment dire, des personnes qui sont torse nu en maillot de bain. Bon, voilà, on a le droit à un petit peu de tout. On parle bien d'une photo type identité par rapport à ça. Donc, bien faire attention par rapport à cette partie-là, en sachant qu'on retourne régulièrement des licences pour des photos non conformes. Pièce d'identité, là, on est sur la même chose que les autres années. Ça ne change pas. La seule chose, c'est qu'on va arriver au bout des 3 ans. Donc, possibilité de remettre la même personne si le document est encore valable, mais qui sera supprimé dans Gestand. Si vous avez des questions par rapport à ça, ne pas hésiter à nous les envoyer. Juste un petit complément, Stéphane. Sur la pièce d'identité, vous avez des pièces d'identité qui sont tout simplement un feuillet du livret de famille ou un extrait de naissance. À partir du moment où le licencié est majeur, il faut une photo. Donc, cette pièce ne suffit pas. Ça, et concernant la pièce d'identité, de bien scanner le recto et le verso. Et il y en a qui fournissent que le verso et pas le recto, et on a quand même ou alors dans le livret de famille, on a le père et la mère, mais on n'a pas l'enfant. Classique, ça. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir tous les éléments pour éviter de vous retourner des licences. Certificat, l'autorisation parentale, on vous a mis à chaque fois que vous avez, c'est surligné, c'est des liens qui vous emmènent directement vers le document type. Sur le certificat médical, idem, en sachant qu'il est conseillé quand même d'utiliser le formulaire type de la fédération qui remplit et qui est bien précis dans les données qu'on a besoin, et ça évite tout problème sur des licences qu'on retourne ou c'est des certificats qui sont faits à la main par le médecin. La nouveauté, donc on vous l'a dit, c'est l'attestation de questionnaire de santé pour les mineurs. Attestation d'honorabilité, on vous a mis aussi tout le texte, on en a déjà débattu avec Jean-Christophe tout à l'heure. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tac, tout ça, voilà. Et donc là, on arrive vraiment au schéma où quand on envoie le lien au licencié par le club, la licence est considérée comme en cours. Une fois qu'elle est finalisée par le licencié qui clique sur envoyer, c'est finalisé. Après, c'est validé par le club et ensuite, c'est qualifié par l'instance, la ligue. Donc ça, c'était le rappel. Un petit rappel aussi par rapport à la RGPD, par rapport aux différentes données. Et donc, pour information, toutes les données sont vraiment dans Gestand. On n'a pas accès aux données et à chaque fois qu'on a des problématiques lorsqu'on veut envoyer des informations à des licenciés où on ne peut plus récupérer les informations. Donc, c'est important dans ce sens de bien vous informer que les données sont vraiment protégées dans ce cadre-là. Après, un petit rappel sur les mutations, vers quand il y a mutation. Donc là, on voit bien les différents schémas. À partir du moment qu'on veut aller vers une pratique de joueur, systématiquement, il y a une mutation. Et par contre, quand on est dans une pratique de joueur et qu'on veut aller sur une pratique non compétitive, à ce moment-là, il n'y a pas de mutation. Pareil, par rapport aux différents dirigeants, s'il y a mutation ou pas. Les périodes de mutation, on les a déjà informés. Ah si, pardon, par rapport aux mutations et ces choses qu'on a souvent, ça veut dire que pour les moins de 13 ans, donc c'est les nés en 2009 et après, il faut faire un dossier de mutation, mais il n'y a pas de frais de mutation. Les frais sont gratuits, il n'y a pas de frais de mutation. Ça, c'est quand même important sur cette partie. Les 3 périodes de mutation, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Alors peut-être que Jean-Pierre, tu veux faire un rappel sur les justificatifs qui sont à joindre ou je pense que c'est assez détaillé dans le document. C'est assez détaillé, il n'y a pas de souci. Bon, la seule chose, j'insiste, on voit très souvent des factures d'énergie ou des factures de téléphone. Bon, ces factures démontrent bien que la personne habite à l'adresse qui a été indiquée, mais ne donne jamais la date de déménagement. Donc, on peut pas. C'est pour ça qu'on ne les retient pas. Ce que l'on veut, c'est parce que qui dit déménagement dit souvent gratuité. Il faut bien démontrer que le déménagement est réel et récent.
C'est pour ça que on vous demande des baux, des contrats de location, et puis, bon, c'est pas la peine d'en mettre 50 pages, mais mettez au moins les pages dans lesquelles on voit la situation, parce que combien de fois j'ai vu des copies de bail sur lesquelles on ne savait même pas où était le local loué. Donc on est au moins ça, et puis la date de prise d'effet. C'est quand même intéressant. Ainsi que le nom du locataire, parce qu'évidemment, ça devrait quand même être quelqu'un qui est soit notre licencié, soit qui a un rapport direct avec lui. Ok. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on arrive sur le troisième type de licence, etc. Et un rappel, on peut avoir une seule mutation dans la période officielle et une seule mutation hors période. Ils sont autorisés par saison et par licencié. Rappel des règles de qualification. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 24 heures à partir du moment que le club l'a validé et à condition que le dossier soit complet. Et que si le dossier est incomplet, il retourne en cours. Et donc là, on est reparti sur le circuit. Donc bien faire attention et que c'est sous la responsabilité du club pour éviter tout risque. Les licences étrangères, c'est relativement simple dans le sens où c'est la fédération qui gère dans sa totalité. Nous, on peut vous accompagner pour vous aider, pour vous faire le relais avec la fédération si vous n'arrivez pas à les joindre ou quoi que ce soit. Mais par contre, obligatoirement, c'est la fédération qui émet les qualifications et généralement, ils le font une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi, juste avant le week-end. Les licences blanches, donc ça, on l'a déjà évoqué, soit de dirigeants, soit CMCD, soit pour des joueurs étudiants. C'est un cas fréquent, le joueur étudiant. Oui, oui. Donc ça permet à un joueur qui va s'éloigner pour un stage, des études, il en passer des meilleurs, de jouer dans un autre club. Ça sera une licence qui sera du même type que la licence principale. La seule contrainte, c'est que la personne ne peut pas disputer un match le samedi avec le club A et le dimanche avec le club B. C'est ça. Le formulaire type de licence blanche a-t-il évolué? Parce qu'il est très contraignant, parce qu'il exige à la fois une signature du licencié, du club sortant et du club entrant. Oui. Non, il a pas, en fait, c'est exactement le même support, il n'a pas évolué. C'est le même que les autres années précédentes. Après, maintenant, vous pouvez aussi l'envoyer par mail et mettre des signatures scannées. Hein. Il n'y a rien qui nous le… Nous, ça on l'accepte, hein, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça nécessite de passer dans les trois organes, quoi. Exactement, tout à fait. Mais ce qui me paraît logique aussi, pour avoir l'accord de tout le monde avant de faire une licence blanche. Les licences blanches étudiants fonctionnent dans les autres ligues. Oui, on l'a fait avec la Ligue de Bretagne. On l'a fait avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, où c'est nous, en tant qu'instance, qu'on se met en relation avec nos homologues des autres ligues pour mettre en place ce dispositif-là. Mais oui, c'est possible. Oui, puis c'est prévu dans les règlements fédéraux. Hein, ça doit être le 34 ou le 34.3, c'est point 3 si ma mémoire est bonne. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Autorisation de participer à une catégorie supérieure. Donc ça, c'est voilà, sélection. Là, c'est toute la plateforme assurance MMA. Donc ce qui était quand même important maintenant qui est dématérialisé sur une plateforme et qui permet de réagir relativement vite, de pouvoir faire les déclarations, etc. Gestion d'extraction pour pouvoir récupérer des données, etc. Sur les licences, les arbitres, un peu la CMCD, etc. Les tarifs et pénalités qu'on reviendra tout à l'heure, et surtout le support, ça veut dire que, et c'est de nouveau opérationnel, et que si derrière vous avez des questions à poser, soit vous passez par la Ligue dans un premier temps, et si nous, on ne peut pas, on vous conseillera de faire un ticket sur le support, ou vous pouvez contacter aussi directement Laetitia en tant que référente Gestand qui pourra prendre le relais et vous accompagner dans vos différentes démarches. Voilà par rapport à la circulaire administrative qui est pour moi, en gros, la Bible sur l'ensemble de la saison et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et logiquement, en regardant tous ces documents, vous allez avoir réponse à toutes vos questions. Très bien. Parfait. Merci Stéphane. Il y a des questions qu'on passe au tarif. Oui, tarif. En fait, alors, il y a Michel qui avait une question. Ah, pardon. Vas-y.
Non, c'est pas une question, mais comme je me suis fait avoir moi-même quand j'étais président de club, et même après, effectivement, la responsabilité civile, vous l'avez. Ce n'est pas la peine d'en prendre une autre. Oui. Hein, on a été nombreux, je crois, dans tous les clubs ou même les comités, moi j'ai aussi, à prendre une responsabilité civile supplémentaire, alors que celle de la Fédé nous couvre, enfin de la Fédé, nous couvre bien. Hein, il n'y a que pour les locaux permanents pour lesquels c'est différent, mais pour tout ce qui se fait dans un club, en tout cas, c'est bon. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'en prendre une autre. Hein. Non, ça c'est clair. Ce n'est pas une question, hein, c'est une affirmation, là, Michel. Oui, mais comme j'ai vu la question passer dans le chat, okay. je vais répondre. Ok. Bien. Sergio? Oui, j'ai une question. Je me permets de revenir sur la carte d'identité. Oui. Donc, il faut que ce soit recto verso. Oui, l'importance du verso, c'est pour permettre de constater quelle est la date, quelle pourrait être, parce que je préfère mettre au conditionnel, quelle pourrait être la date de la photo. Parce que n'oubliez pas que c'est la photo de votre licence qui va permettre aux arbitres d'effectuer un contrôle. Et je rebondis sur ce que disait Stéphane tout à l'heure, quand on voit certaines photos par rapport à l'âge du licencié, on se gratte la tête, on s'arrache les cheveux. Et vous pouvez constater, je m'en suis arraché pas mal. Oui, mais qu'est-ce que le verso de la carte d'identité apporte? Il donne la date de création de la carte. On l'a aussi sur le recto. Oui, mais surtout, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous envoient la pièce d'identité, mais qui nous mettent le verso avec l'adresse uniquement. Et en fait, que cette partie-là ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, et qu'il nous faut au moins le recto avec les informations qui sont hyper importantes. Donc le recto est suffisant parce que je peux vous dire que tous mes licenciés, je ne vous ai envoyé que le recto. Oui. Le plus important, c'est le recto. Et surtout pas que le verso. Si on a les deux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on ne veut pas que le verso. D'accord, c'est clair. Merci. On a effectivement à un moment donné laissé passer un nombre très très important de licences avec le seul recto, parce qu'autrement c'était ingérable. On vous refoulait à peu près un quart des licenciés. Alors, il ne faut pas exagérer. Ok. On passe au tarif. Par rapport aux tarifs, ça, ce sont les tarifs qui ont été votés par le conseil d'administration de la Ligue. Donc, en gros, vous les avez déjà eus. Vous avez vu un peu les différents dispositifs. Les deux choses importantes, c'est que les frais d'affiliation pour l'année 2021-2022 de la part de la Ligue seront à 0. Parce que c'est une décision du conseil d'administration dans le cadre du plan de relance. Par contre, il y aura bien la part fédérale avec les abonnements qui seront obligatoires. Concernant j'avais plus de batterie. Voilà. Concernant les licences, donc on a fait 2 tableaux. On a fait un tableau pour les créations de licences. On a bien précisé en rouge. En gros, la décision qui avait été prise, c'est de faire aucune augmentation, bien évidemment, des prix de licence. Et c'est un copier-coller des tarifs de l'année dernière pour les créations de licences. C'est bien précisé en rouge. Et derrière, en rouge aussi, on a précisé que pour les renouvellements de licences, on a bien mis les tarifs et les différents tarifs des instances hors les comités départementaux. La nouveauté, c'est-à-dire c'est par rapport à la facturation des licences, étant donné qu'on est sur une année un peu particulière, on sait déjà qu'on a perdu 4000 licenciés sur l'ensemble du territoire sur la saison 2020-2021, mais sur 2021-2022, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on va être sur les mêmes chiffres? Est-ce qu'on va perdre, etc. Et donc, pour éviter au club de faire des avances de trésorerie par rapport au mode de fonctionnement qu'on avait dans les années précédentes, il a été décidé de facturer les licences uniquement sur le réel, et c'est-à-dire de changer le système pour cette saison pour éviter au club d'avancer de la trésorerie relativement importante. Et si un club perd 100 licenciés, en termes de trésorerie, ça fait des conséquences relativement importantes. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est une chose quand même relativement importante. Après ça, les frais de mutation,
ils ne changent pas. C'est les mêmes que l'année dernière, où on est sur 135 € pour les plus de 16, 90 € pardon, pour les 12-16 et gratuit pour les moins de 12. Les engagements d'équipe au niveau régional, on est exactement sur les mêmes tarifs que l'année dernière. Il n'y a eu aucune modification par rapport à ça. Et après, indemnité, toute cette partie-là, on est sur des copier-coller systématiquement des années précédentes. Donc, il n'y a eu aucune modification de tarif pour la saison 2021-2022. La seule modification, c'est les frais d'affiliation et les licences entre création et renouvellement et le mode de règlement de la facturation. Là, il y a un petit problème, a priori, on ne voit pas les tarifs. On est resté sur le diaporama. Je ne sais pas si tu avais un slide. Excusez-moi. Hop, voilà. Ça doit être bon là. Et on a une question, est-ce que les frais d'arbitrage changent? Non, il n'y a pas de changement sur les tarifs arbitrage. Aucun. Très bien. En sachant que quand vous êtes sur la circulaire administrative et vous cliquez sur les tarifs, vous allez accéder directement à ce document-là, donc voilà, qui est en toute transparence. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs? Non. Parfait. On passe aux autres points. Stéphane? Ouais. Autre point, vous savez que nous sommes dans la période actuellement des dossiers ANS, PSF, donc ça veut dire que les demandes de subvention anciennement CNDS. Alors attention, ce n'est pas avant le 22 minuit, mais c'est avant le 21 minuit. Pardon, il y a eu une petite erreur. Et pour information, à la date de ce jour-là, j'ai fait ça tout à l'heure, ça c'est uniquement les dossiers qui sont répertoriés actuellement sur le compte Osiris des personnes qui ont déposé des dossiers. Hors instance, hein, c'est uniquement les clubs. Et on peut constater que les montants sont quand même, les chiffres, pardon, ils sont quand même pas très nombreux. Et j'en ai échangé avec Serge Larcher, qui est l'élu référent dossier ANS, et qui m'a demandé de vous faire un rappel et de ne pas hésiter de faire des demandes pour pouvoir bénéficier de fonds par rapport aux enveloppes qui sont accordées sur l'ensemble des territoires. Et que s'il y a besoin d'accompagnement, Serge Larcher, en tant que vice-président délégué en charge de ce secteur-là, est à votre position. Autre point, justement, dans le cadre des dossiers ANS, on a un comité de pilotage qui se met en place avec des référents de la Ligue, des référents des comités, etc. Et dans ce COPIL-là, il doit y avoir des clubs qui doivent être représentés pour pouvoir donner leur point de vue, d'être à l'écoute des clubs, etc. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait des clubs qui nous répondent. On a envoyé déjà 2 informations. Et s'il y a des clubs qui sont intéressés, en sachant que ça va être 2-3 réunions au maximum pour pouvoir étudier les dossiers, donner leur point de vue, etc., il ne faut pas hésiter à vous manifester auprès de la Ligue pour qu'on puisse répertorier toutes les personnes et qu'il y a 2-3 clubs qui soient membres du COPIL territorial pour donner leur point de vue. Alors, il manque une information. Donc, l'Assemblée générale de la Ligue aura lieu en présentiel, sauf si d'ici là, on a des décisions, des informations du gouvernement, mais on a eu l'autorisation de l'organiser. Elle aura lieu le samedi 19 juin et c'est officiel depuis pas très longtemps. Elle aura lieu sur Angers. Donc, on a essayé de trouver un lieu central sur l'ensemble du territoire pour éviter des déplacements trop importants. Et donc, c'était une volonté d'Alexis. Et donc, on sera sur Angers, au Grenier Saint-Jean. Et la convocation officielle à l'Assemblée générale avec l'ordre du jour et le déroulé vous sera envoyée ce soir. Autre information, les conventions régionales, alors ça ne concerne pas tous les clubs, mais ça peut concerner certains clubs. La deadline pour retourner les dossiers était précédemment au 15 juin. Et en comité directeur, la semaine dernière, on a validé le fait de reporter les demandes de convention au 30 juin 2021 au plus tard. Étant donné qu'on est dans une période un petit peu compliquée, que les clubs n'ont pas forcément
vu tous les licenciés pour voir comment ils vont repartir, etc. Et donc, on a accordé un délai supplémentaire de 15 jours supplémentaires avec une deadline le 30 juin 2021. Autre point, voilà. Autre point pour information, dans le cadre des licenciés, la Ligue a signé des conventions avec l'ANCV Vacances, ANCV Coupon Sport et le Pass Culture Sport. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter de fonctionner de cette façon. Pour information, sur l'année 2020, ça représente quand même 50 000 € de chèques vacances, coupons sport et passe jeunes cumulés. Ça représente 50 000 € au total. Et donc, pour information, la Ligue avait décidé de prendre à sa charge les frais de gestion et qui représentent entre 1 000 et 1 500 € pour l'année 2020. Mais je sais qu'il y a des clubs qui ont des conventions aussi avec la NCV et qui payent des frais de gestion. Alors, qui ne sont pas forcément importants, parce que c'est un pourcentage, mais peut-être qu'il faut peut-être mieux passer et nous les envoyer à nous pour pouvoir éviter de payer des frais de gestion. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à nous les faire parvenir et de pouvoir les accepter parce qu'on en reçoit de plus en plus sur ce dispositif-là. Voilà, mais je pense que ce n'est pas forcément assez connu que la Ligue a des conventions et il y a des clubs qui nous ont envoyé les éléments relativement tardivement, mais c'est important de pouvoir nous les faire parvenir si vous le souhaitez. Et de bien nous les envoyer en recommandé avec une valeur marchande parce qu'on a eu le cas des enveloppes qui ont été ouvertes, non envoyées en recommandé et donc forcément que derrière, ça pose des soucis derrière. On a une question concernant les chèques vacances avec Hello Asso. Est-ce qu'on peut les utiliser? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas si Laetitia a l'information. Ce sera possible de les déduire de les déduire, mais il faudra toujours les envoyer à la Ligue. Oui. Dans tous les cas, mais ce sera possible de les déduire sur Hello Asso bientôt. D'accord. Voilà, sur la différente partie. Et la dernière information, alors les inscriptions d'équipe, on a une petite question par rapport à ça. En fait, au niveau senior, la commission sportive a fait un petit peu un tour d'horizon pour savoir où on allait l'année prochaine. A priori, des informations qu'on a pu avoir par Pierre Sonneau, le président de la COC, les retours sont plutôt positifs. Et globalement, toutes les équipes repartent au niveau où ils étaient l'année dernière. Laetitia, en tant qu'assistante de la commission sportive, tu peux me confirmer ces propos. A priori, de ce que m'avait dit Pierre, c'est plutôt positif. Oui, je confirme. Voilà, donc ça. Et après, donc ça, c'était un peu, on a fait un premier retour. Et à quelle date on va envoyer les éléments pour faire les inscriptions officielles en équipe en adulte et chez les jeunes? Ça va arriver prochainement, courant juin, on va dire que vous allez recevoir un mail pour un retour fin juin, début juillet. Voilà, comme ça permet, vous, de votre côté. Et par rapport aux équipes de jeunes, la nouveauté, c'était qu'il n'y aura pas de limite au niveau des engagements d'équipe, c'est ça, chez les catégories moins de 15, moins de 16. Pour les jeunes, ce sera que des candidatures libres. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un championnat moins de 17 avec 27 ou 28 équipes, et entre guillemets, ou 12 équipes en fonction des catégories. Et donc, c'est la sportive, après, derrière, qui s'organisera pour pouvoir s'organiser correctement et créer des championnats en fonction des équipes engagées. OK. Alors, Michel, tu dis une erreur sur l'adresse mail. C'est inversé entre le D et le B. Ah oui, pardon. Sauf que si quelqu'un clique dessus, ça ne marchera pas. D'accord. Tout le monde aura corrigé, c'est évident. Okay. Une date de reprise des championnats régionaux. Alors, a priori, ce n'est pas encore entériné. La proposition qui a été faite par la commission sportive,
c'était de pouvoir reprendre des matchs amicaux ou des tournois d'été, etc., comme il y a une communication qui va partir dans ce sens à partir du 15 août, et on envisage de faire une reprise des championnats le dernier week-end de septembre, pour pouvoir laisser le temps aux clubs de s'organiser, et que dans les comités départementaux, on s'oriente plutôt vers le premier week-end d'octobre. Alors, ce n'est pas encore officiel à 100%, mais c'est les orientations et les discussions qui ont eu lieu au comité directeur de la semaine dernière sur cette partie-là. Très bien, merci Stéphane. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat ou en direct? Non. Ben, si on a été aussi clair, c'est parfait. Il me reste à vous remercier. Je suis désolé, on est un petit peu en retard, mais on avait beaucoup de choses à vous dire. Vous avez beaucoup de questions. Ça nous a permis de vous répondre. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et la Ligue, bien sûr, reste à votre écoute si vous avez besoin. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Bon.